Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Alors, on attend peut-être les quelques petits derniers retardataires et on va pouvoir lancer le Bonjour à live. tous, on va pouvoir commencer. Alors, bonjour Henri, bonjour Marc, bonjour Lilia, bonjour Patrick. Petite seconde peut-être et puis on va y aller. Bon, je pense qu'on peut démarrer. Allons-y. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là. On va commencer peut-être d'abord par se présenter rapidement. Donc, bonjour, je m'appelle Jules Touzet, je suis CEO et cofondateur de Haïku Légal. Et je vais laisser Alizé se présenter, puis Alexandre. Bonjour à toutes et tous, Alizé Dill, ancienne avocate, responsable clientèle chez Haïku. J'ai donc pour mission d'accompagner nos clients dans leur utilisation quotidienne de notre solution, avec évidemment à l'esprit toujours leurs besoins et leurs défis du quotidien. Et bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Touzet, donc je suis chef de produit chez Haïku. Donc je dirige le produit et le design et les développements techniques. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, le but aujourd'hui, du coup, c'est en 1 heure, globalement, dédié à l'intelligence artificielle dans le domaine juridique et plus globalement à notre produit et comment on répond à ces différents défis. Le but, c'est de vous présenter dans une rapide heure ce qu'on fait, comment est-ce que finalement on va répondre à un certain nombre de défis qui sont posés par les besoins de nos clients dans le cadre de leur métier. On va expliquer comment en fait chez Haïku on va repousser les limites techniques qu'on va rencontrer en fait dans le domaine de l'intelligence artificielle juridique. On va rentrer dans une discussion un petit peu ouverte, je pense, avec les membres de l'équipe et vraiment le but c'est de rentrer dans du concret. Et globalement, on va ensuite rentrer dans l'application, d'abord montrer des exemples de recherche, d'analyse, de production, vraiment faire le tour de l'application et ensuite, bien évidemment, répondre, à la fin de ce webinaire, à la fin de ce live, à vos questions, à vos éventuelles questions. Voilà, très rapidement. Donc pour présenter, Haïku. Alors Haïku, c'est une solution d'intelligence artificielle à destination des professions juridiques et réglementées. Cet outil, il a pour but de véritablement assurer l'intégralité du processus de production de nos clients, cabinets d'avocats, direction juridique et professions réglementées. On va d'abord commencer par parler un petit peu, avec beaucoup de pédagogie, de la technique et quelles étaient les limites qu'on a rencontrées en fait dans les systèmes d'IA, d'abord généralistes et même juridiques, et comment chez Haïku on adresse ces limites et comment on va les repousser. Donc Alexandre, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu les limites inhérentes à ces technos et comment chez Haïku finalement on les adresse? Ouais, bien sûr. En fait, il faut comprendre la différence entre une IA générative généraliste. Donc on peut citer par exemple ChatGPT qui est l'exemple le plus connu et ce qu'on fait chez Haïku. Donc en fait, ça n'a rien à voir. ChatGPT, par exemple, il est entraîné pour comprendre une question et répondre à la question à partir d'un moteur unique d'intelligence artificielle. Alors que chez Haïku, on va avoir en fait ce qu'on appelle des agents. Donc on a un système multi-agents et c'est très important de comprendre ça. En fait, on va avoir potentiellement 15 moteurs d'intelligence artificielle qui vont être spécialisés dans une tâche. Donc par exemple, rechercher une loi, rechercher de la jurisprudence sur un sujet. Et en fait, tous ces agents vont travailler chacun de leur côté, puis on met tout en commun pour fournir une réponse qui va être donc forcément sourcée, donc beaucoup plus fiable et beaucoup plus complète. Ouais, OK, d'accord. En fait, là, ce qu'on va vous montrer, en gros, globalement, c'est 2 ans de recherche et développement chez nous, Tout à fait. mais tu as utilisé des notions, Alexandre, tu peux un petit peu expliquer peut-être c'est quoi un agent, en fait, en réalité? Un agent, c'est comme je le disais, c'est une IA en fait spécialisée. Donc, quand je disais qu'il y a 15 agents qui peuvent travailler sur la même question, c'est comme s'il y avait 15 ChatGPT spécialisés sur un sujet. Donc, trouver de la loi, trouver un document dans la GED, toutes ces choses-là, qui va accomplir sa tâche à la perfection pour ensuite tout mettre en commun. OK, et ces éléments techniques, j'imagine qu'ils trouvent un écho concret dans le métier. Alizé, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être, quels sont comment en fait finalement ça répond à un besoin métier et comment est-ce qu'on va arriver à transformer ces éléments techniques en vraiment en sujet métier, quoi?
Oui, en fait, il y a une vraie frustration de la part, des professionnels de droit, puisque aujourd'hui, toutes les solutions, d'IA juridique vous promettent la même chose, c'est de gagner du temps. C'est très bien, c'est effectivement le but recherché, mais ce qu'on voit, ce dont on s'aperçoit, c'est que la plupart des solutions d'IA sont en réalité des déclinaisons superficielles d'IA généralistes. Ça veut dire que vous allez retrouver un simple chat avec une jolie couche de vernis, sauf que derrière, il y aura qu'un seul moteur à qui on va demander de comprendre, de rechercher, de produire, d'analyser. Et ça, c'est un vrai problème puisque une IA généraliste à laquelle on demande de tout faire, en réalité ne fait rien, si bien qu'au lieu de gagner du temps, vous allez en perdre. Ok, et du coup, ça se traduit un petit peu comment dans le produit, Alexandre? En fait, dans le produit, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a taillé sur mesure à partir de ce qu'on a, on l'a co-construit concrètement avec les utilisateurs. Donc, chaque brique a été pensée à partir des retours terrain. Donc, la recherche, l'analyse, la production, tout a été pensé pour répondre aux besoins des avocats et des juristes. Ok, ok, Et très c'est clair. là et c'est là, si je peux me permettre, Kaiku prend véritablement le contre-pied, puisque au lieu d'arriver finalement sur une page vierge dans laquelle on doit poser une question, on se retrouve dans un espace, qui est lui-même scindé en différents espaces qui sont dédiés. Ce sont des espaces métiers qui suivent une logique d'usage, derrière ces espaces métiers, on a des moteurs spécialisés qui vont mobiliser un certain nombre d'agents. Donc, plusieurs agents vont être capables de travailler ensemble sur des tâches spécifiques. Et en effet, on le verra apparaître dans l'application. Ce qui est intéressant, c'est qu'on verra chacun de ces agents travailler au moment où on leur pose une question pour répondre à notre besoin. Ok, alors hyper intéressant, merci à vous deux. On va peut-être un petit peu mettre les mains dans l'application. Mm. Donc, Ouais. on va présenter un petit peu l'écran. On va caster notre application. Normalement, vous devriez voir apparaître sur votre écran Haiku. On est bon? Si on est bon, on peut y aller. Alors, on va d'abord rapidement un petit peu expliquer l'architecture, je pense, de l'application et ce qu'on vient finalement d'expliquer ici. Donc ici, vous vous retrouvez finalement dans l'espace d'accueil de l'application, qui est un accueil très simple, avec une barre de prompt, avec des raccourcis. Vous pouvez cliquer sur les différents raccourcis pour arriver vers les différentes fonctionnalités. Et ici, vous arrivez en fait vers les différents volets d'accès à l'application. Donc on va avoir l'accueil ici, un espace assistant, un espace production, un espace d'extraction de données et un espace bibliothèque. Alors on va peut-être commencer un petit peu par la bibliothèque. La bibliothèque, en fait, finalement, c'est l'endroit dans lequel on va retrouver toute la data cabinet. Parce qu'il faut comprendre que chez Haiku, c'est un endroit dans lequel on va pouvoir indexer, se connecter à toute la gestion électronique documentaire du cabinet d'avocats et on va pouvoir récupérer toute la donnée. Mais il y a une certaine logique, et là je vois deux espaces dans l'espace bibliothèque. Est-ce que tu peux expliquer, Alizé, c'est quoi la distinction entre l'espace cabinet et l'espace personnel? Bien sûr, en fait, on a effectivement 2 espaces, comme tu l'as dit, Jules, un espace personnel, un espace cabinet. L'espace cabinet, c'est simplement un espace dans lequel on va venir synchroniser votre GED, donc votre Cecib, Xelia, OneDrive, et cetera. Ce qui va vous permettre de retrouver l'ensemble des dossiers du cabinet en miroir, finalement. Et un espace personnel, parce qu'on sait également qu'au quotidien, vous allez créer vous-même des dossiers, la plupart du temps sur le bureau de votre ordinateur. Donc là, dans cet espace personnel, vous pourrez importer ces dossiers, les créer et finalement recréer votre arborescence de dossiers telle qu'elle apparaît sur votre bureau d'ordinateur. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec évidemment ces 2 espaces, c'est que tous ces dossiers que l'on voit apparaître, eh bien, constituent la véritable valeur ajoutée de votre cabinet, de vos années d'expertise. On va vraiment revaloriser l'ensemble de ces données, de ces dossiers, que constitue donc votre fonds documentaire. Ok, hyper intéressant. Et Alexandre, tu peux peut-être expliquer qu'est-ce qui se passe en fait quand on va mettre des données dans notre système? Oui, bien sûr. La première étape, en fait, ça va être ce qu'on appelle l'indexation. Donc, en fait, on va convertir les documents en données qui est compréhensible pour l'IA. Donc, c'est des données numériques. Et c'est effectivement la colonne qu'on voit sur le côté, indexation, OK. Et en fait, ça veut dire à partir de ce moment-là que l'IA peut l'utiliser dans la recherche, l'analyse, la production ou l'extraction. Ok, d'accord. Et alors, la particularité de cet espace, c'est qu'il est évidemment connecté en fait à tout le reste de l'application. Exactement. Ok. Alors, on va commencer peut-être par présenter l'espace assistant, après l'espace Mmh. bibliothèque. Et on va expliquer un petit peu ce qu'on peut faire dans cet espace assistant.
Dans cet espace assistant, on va retrouver 2 espaces, un espace de recherche et un espace d'analyse. On va d'abord se concentrer sur la recherche. Alors, c'est un espace dans lequel on va pouvoir trouver de l'information de nature assez différente. On va pouvoir poser des questions sur la donnée interne, on va pouvoir poser des questions sur la donnée externe, donc légale, jurisprudentielle, de tout l'open data français. Donc, on va pouvoir interroger Légifrance, Judilibre, Curia, UDOC, le BOFIP, etc. Et on va également retrouver toute la data cabinet et on va pouvoir croiser les différentes sources d'informations. Donc, on va commencer par faire 2 exemples, je pense, clairs. Mmh. Un exemple données internes et un exemple recherche croisée pour que les gens puissent se rendre compte. Alors, typiquement, on va pouvoir poser la question dans le système, on va pouvoir poser une question à l'échelle du dossier. Donc, typiquement, je peux demander à mon système, dans quel dossier est-ce que j'ai déjà fait ça? Parce que ça, c'est un cas d'usage qu'on retrouve beaucoup chez nos clients. Ouais. Mais dans quel dossier est-ce que j'ai déjà fait ce truc-là? Oui. Parce qu'on est obligé de réutiliser la data en permanence au sein du cabinet. Alors, typiquement, lorsqu'on pose la question, là, on voit le système et on voit d'ailleurs les agents qui travaillent ici. Exactement. Ouais. Là, on voit recherche dans les données privées. Donc là, il y a une sorte d'agent chef d'orchestre qui allait mobiliser l'agent de recherche dans la donnée privée. OK, et en fait, ici, ce qu'on voit également, c'est qu'à chaque fois que le système va nous retrouver une information, on peut l'afficher, on peut la consulter, etc. Et on peut itérer avec le système, on peut aller plus loin, on peut poser des questions plus approfondies, etc. Tout à fait. OK, donc ça, c'est la manière dont ça se comporte sur la donnée interne. Mais je pense que là où nous, on va aller vraiment plus loin, c'est sur les capacités de recherche croisée en mobilisant différentes sources. Et on va, pour montrer ça, appuyer sur le bouton recherche avancée. Parce qu'on va vous montrer tout de suite ce que ça donne quand on va poser une question complexe au système et on va lui demander de mobiliser beaucoup de sources. Parce que finalement, dans le domaine juridique, des fois, on va avoir des questions extrêmement complexes à poser et on va avoir besoin de pouvoir avoir un système qui va aller chercher énormément de contexte, énormément de sources. Alors, on va se trouver une petite question intéressante à poser. Hop. Et alors, ici, on voit que du coup, le système part encore une fois dans le système d'agents que tu mentionnais, Alexandre. Tu peux expliquer un petit peu ce qui se Tout à passe? fait. Là, en fait, tu as activé la recherche avancée et la recherche web. Donc, ce qui va se passer, c'est que forcément, on va rechercher sur le web. Et en fait, qu'est-ce que c'est le mode recherche avancée? Je parlais du chef d'orchestre tout à l'heure qui va mobiliser les agents. Là, ça va être un petit peu plus souple, on va dire. En fait, on va aller mobiliser des agents qui peuvent se renvoyer la balle. Donc, par exemple, il y a l'agent web qui va dire: «Tiens, j'ai besoin de l'agent recherche de loi pour aller chercher des nouvelles lois que je n'avais pas identifiées auparavant». Et en fait, on va avoir une réponse, donc forcément plus lente, parce qu'on va aller plus en profondeur dans toutes les sources qu'on veut mobiliser, mais aussi beaucoup plus complète. OK. Et effectivement, les avocats, de mon côté, ont beaucoup remonté le fait que beaucoup de solutions, d'IA juridique leur apportaient des réponses qui étaient souvent creuses, qui étaient souvent Mmh. incomplètes. Et donc là, c'est à mon sens véritablement la force d'Haiku de pouvoir, choisir ce mode de recherche avancé, avec également ce mode de recherche web dont vous parliez. Parce qu'en effet, on peut ressortir du web parfois, selon le sujet et dans les domaines Mmh. du droit dans lesquels on travaille, des éléments qui sont pertinents. Mmh. Et je trouve qu'au-delà, au-delà de cette force, l'intérêt aussi, c'est, tu en parlais à l'instant Jules, cette fameuse recherche croisée entre la recherche dans les données internes du cabinet et des données, externes. Parce qu'en effet, dans vos dossiers, vous avez forcément des éléments de recherche qui peuvent être, intéressants à mobiliser à l'instant T. OK, hyper intéressant. Et donc là, en fait, on voit que le système est en train de rédiger. Il a pris un petit peu de temps pour répondre, donc quelque chose comme 25 secondes. Mais l'idée, c'est qu'on va vraiment privilégier la qualité là, dans cet espace de recherche, et notamment en recherche avancée. Et là, on voit qu'effectivement, le système nous a remonté différents types de sources. Mmh. Tout Donc, à on fait. va avoir des balises ici qui renvoient en fait à des sources juridiques, Mmh. donc c'est-à-dire Légifrance. On peut cliquer, afficher l'information. C'est très souple, c'est très facile à consulter. On va pouvoir retrouver la source, on va pouvoir imprimer, etc. Et on va également retrouver du coup des balises web qui vont nous renvoyer vers des liens, parce que ça peut être important d'aller chercher des billets de blog, des articles qui sont rédigés par vos Mmh. confrères, etc. et qui Absolument. peuvent finalement permettre d'agrémenter vos recherches. Et on va également retrouver, si vous avez des recherches au sein du cabinet sur le sujet, des éléments de recherche que vous pouvez également consulter. Donc, s'il y a déjà eu des consultations sur le sujet, s'il y a déjà eu des écritures sur ces sujets-là, etc., vous allez également retrouver l'information. Donc, quelque chose à ajouter sur la recherche ou pas? Je pense qu'on a à peu près fait le Je tour. pense que oui, Je crois qu'on est pas mal. Alors, maintenant qu'on a vu la recherche, on va aller un petit peu plus loin et on va s'interroger sur les autres besoins de nos clients et des cabinets d'avocats. Est-ce que, Alizé, tu peux un petit peu élaborer sur ce point-là?
Oui, avec plaisir. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, là encore, hein, c'est une autre limite, beaucoup de solutions d'IA juridique s'arrêtent à la recherche. Alors oui, elles vont vous permettre de remonter une décision, un document, mais elles s'arrêtent là. Or, on sait que les professionnels du droit que vous êtes, vous avez besoin, au-delà de rechercher de l'information, d'analyser des pièces, des documents, des dossiers que vous allez recevoir de la part de vos clients, de vos confrères. Donc en effet, il y a un vrai besoin d'analyse, ça fait partie de votre quotidien d'analyser des documents. Or, c'est là, comme je vous le disais, qu'on retrouve les limites de certaines solutions d'IA juridique. Et en effet, moi, j'ai des utilisateurs qui me disent régulièrement combien ils prennent du temps à étudier des pièces, à faire des résumés, des chronologies, etc. Et j'imagine que c'est de ce constat que vous avez créé cette fonctionnalité analyse que l'on retrouve sur Haiku. Ouais, complètement, ouais. En fait, tu l'as très bien dit, hein, c'est la co-construction. Donc, Mm. on a construit la V2, donc on a baptisé Satori avec les utilisateurs. Donc, de quoi est-ce qu'on avait besoin pour faire une analyse digne de ce nom? D'une part, l'exhaustivité. Mm. Donc, on va aller chercher vraiment dans les pièces, dans les documents, toutes les infos. Donc, par exemple, si on veut établir une chronologie, il ne faut pas qu'on en loupe une seule. Et d'autre part, les automatisations. Donc, en fait, il y a beaucoup de tâches qui se répètent. Ok. C'est ce qu'on peut voir Donc sur ici, en l'écran. fait, si on rentre un petit peu dans le détail de cet espace, on voit qu'on a en fait une barre de prompt, on peut poser une question, mais on voit ici qu'on a une collection documentaire. Donc en fait, j'imagine qu'il faut absolument qu'on ait une collection documentaire qui soit attachée au système pour pouvoir répondre. Oui. Et on va avoir également des tâches, ici, des workflows, si on veut, qui vont permettre à nos utilisateurs d'aller beaucoup plus vite dans certaines tâches et on a fait remonter celles qui étaient les plus importantes. D'ailleurs, il faut souligner que des utilisateurs peuvent nous remonter les tâches qui mobilisent au quotidien et on peut construire des actions avec eux qui vont leur permettre d'immédiatement aller taper, on va dire, dans le dur et dans leurs tâches les plus chronophages. Et alors typiquement ici, du coup, Alex, je peux aller chercher n'importe quel type de document ici. Tu peux aller chercher même des dossiers. Je peux aller chercher des dossiers entiers. Ok, Tu d'accord. peux aller chercher des dossiers entiers, des documents de toute nature. Donc là, tu as pris un dossier avec des correspondances. De ce que je comprends, donc c'est des emails qui sont synchronisés depuis la GED. Et si je peux sélectionner du coup le dossier entier, je peux sélectionner le document. Et tu peux déplier correspondance et aller analyser les 10 premiers mails, par exemple. Ok, d'accord. C'est complètement flexible. Et ensuite, du coup, je clique sur le dossier et je peux simplement donc, cliquer sur établir une chronologie, par exemple. Exactement. Et là, je peux envoyer. Alors, soit je peux mettre une instruction supplémentaire, c'est-à-dire guider le système dans le type de chronologie que je veux pour répondre immédiatement à mon cas d'usage, mais je peux sinon simplement envoyer la tâche et laisser le système faire. Voilà, c'est ça. Là, en fait, on se rend compte que tu as posé 0 question. Ouais. C'est uniquement avec des clics. Tu vas te retrouver à la fin avec une analyse complète, exhaustive. Hein, donc, c'est vraiment super important de préciser ça. C'est exhaustif. Donc là, il y a combien d'emails? Une trentaine. C'est ça, je crois qu'il y a une trentaine d'emails. Ce qu'est en train de faire l'agent d'analyse, c'est d'analyser en détail les 30 emails. Okay. Donc, et ça pourrait être des emails, des scans, des photos, tout type de documents. On va les analyser précisément, donc de manière exhaustive, établir un rapport d'analyse et ensuite te fournir la réponse. Ok, d'accord. Et donc là, en fait, le pourcentage que je vois, c'est vraiment chaque page de chaque document qui est analysé. Tout à fait. Ok, d'accord. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que selon la question que vous allez poser, donc là, on établit une chronologie, donc on va rester sur de l'analyse des pièces, mais en fonction de l'analyse que vous souhaitez obtenir, il y a l'agent recherche aussi qui peut être mobilisé pour aller rechercher des sources juridiques et vous faire une analyse exhaustive d'un dossier ou d'un document plus ou moins complexe d'ailleurs. Et ce que j'entends aussi relever, c'est que je m'aperçois, en tout cas, et quand moi j'utilise l'outil, mais également nos utilisateurs, c'est qu'on obtient des réponses qui sont très exhaustives, très structurées, qui sont très bien rédigées en droit. Et ça me semble important aussi, en effet, de le noter. Ok, et donc en fait, là, le système m'a écrit le rapport d'analyse, et là, je vois qu'en fait, j'ai un rapport entier qui est rédigé. Et je pense que là où il faut un petit peu insister également, c'est sur la manière dont va être rédigée cette analyse et la manière dont le système va répondre. Parce qu'on veut finalement que l'utilisateur puisse immédiatement utiliser un résultat d'analyse au service de son client, au service d'un dossier, et s'il doit revérifier en permanence l'information, s'il doit réécrire l'intégralité d'analyse qui a été effectuée, finalement, ça ne lui sert pas à grand-chose. Absolument. Et là-dessus, Alex, peut-être que tu peux un petit peu expliquer, c'est que le système, il prend n'importe quel type de document en charge.
Bien sûr, ça peut être des scans, comme je disais, là, on a fait un exemple avec des courriers, mais ça pourrait être, n'importe quel PDF, n'importe quel Word. On va pouvoir le traiter, heu, déduire les informations clés des documents et les analyser. OK. Mais donc du coup, par exemple, là, je vais pouvoir interroger, par exemple, un mémoire, je vais Bien sûr. pouvoir, interroger, des contrats, faire des analyses de risques. Je vais pouvoir demander au système, par exemple, est-ce que là, mon pacte d'associés est conforme à, par exemple, la jurisprudence restante sur les clauses de non-concurrence? Donc je peux vraiment rentrer dans un très haut niveau de détail avec ce système d'analyse. Oui, complètement. On pourrait même imaginer, vous recevez le dossier, d'un client ou d'un confrère, vous avez envie d'en avoir une vision globale, vous pouvez interroger l'outil, on peut se servir de cette fonction, lui demander, d'analyser ce dossier, de vous relever de façon très objective, les arguments qui sont invoqués, par exemple, par la partie adverse, éventuellement aussi de vous donner quelques pistes de réflexion, qui, derrière, vont pouvoir aussi guider votre travail, dans le cadre de ce dossier. Donc, on peut imaginer vraiment plein de choses avec cette fonction d'analyse et au quotidien, elle me semble être particulièrement utile, ouais. Ouais, je pense que c'est une des features qui est les plus utilisées par nos clients, hein, Ouais, de ce que je vois, hein. complètement, Mmh. complètement. Notamment cette capacité de pouvoir indexer une collection documentaire entière. Mmh. C'est vraiment très, très pratique et puis tu peux vraiment itérer avec le système. Tu peux d'abord analyser, un dossier, puis un sous-dossier, puis tu peux vraiment rentrer en détail, étudier tes mails, étudier tes Mmh. tableaux, étudier tes chiffres. C'est un système qui est capable de faire des calculs, on l'a vu, hein, notamment sur des histoires de prescription et cetera. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très complet et qui est très utile. Alors maintenant qu'on a vu l'analyse, on va rentrer, dans une des dernières briques de l'application et on va rentrer un petit peu en détail dans, la feature de production. Alors ici, la feature de production, elle se trouve ici et Alizé, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, d'un point de vue métier, d'où vient ce besoin de production et comment finalement on le rend véritablement concrètement utile pour les clients? Il y a en fait, là encore, sur le marché, on s'aperçoit que, aucune solution d'IA juridique ne permet de faire de la production juridique comme le souhaite le faire, pardon, un professionnel du droit. Il y a effectivement des IA généralistes qui vont vous permettre de générer du texte, ça c'est très bien, mais en réalité ces IA généralistes, elles ne rédigent pas en droit. Elles ignorent le syllogisme juridique, elles, ne connaissent pas la logique argumentative qui est propre pourtant à la pratique. Donc en effet, il a fallu, en tout cas, ça a été un besoin qui était remonté évidemment par nos utilisateurs, Mmh. il a fallu créer une brique de production et c'est ce qu'a fait Haïku. Une brique de production qui, plus est, se retrouve alignée sur la réalité du terrain. C'est-à-dire, cette réalité du terrain, on en parlait tout à l'heure avec la revalorisation de votre fonds documentaire, de vos dossiers. On sait que, votre créativité, votre expertise, elle se retrouve dans vos productions passées. Mmh. Ça, on sait que vous avez besoin, en fait, de vous servir de ces productions passées, dans le cadre de vos tâches quotidiennes et en effet, avec cette brique de production, que Haïku a développée eh bien, vous pouvez vous servir de ces productions passées, pour les mettre à profit de nouvelles productions qui seront évidemment personnalisées, cohérentes, solides, mais encore une fois, en revalorisant votre expertise et le travail que vous avez déjà effectué dans des dossiers précédemment. OK, hyper intéressant et du coup, Alex, tu peux un petit peu nous expliquer comment elle a été pensée cette feature, cette fonctionnalité? Ouais, bien sûr. C'est encore une fois, hein, c'est de la co-construction, hein, comme le Mmh. disait Alizé. Donc c'est à partir des retours terrain qu'on a développé ce module. Donc on a posé la question aux avocats et aux juristes: «De quoi est-ce que vous avez besoin quand vous voulez rédiger?» Donc d'une part, un outil qui est capable de rédiger des documents longs, Mmh. donc potentiellement de plusieurs dizaines de pages. D'autre part, comme le disait Alizé, partir d'un modèle existant. D'autre part, pouvoir ajouter du contexte, donc des documents qui vont apporter du contexte à ce qu'on veut rédiger. Et enfin, des automatisations, donc c'est un petit peu la même chose que ce qu'on voit dans l'analyse, des actions préfaites, proposées, qui permettent en quelques clics d'obtenir, la rédaction qu'on souhaite. OK, donc si on rentre un petit peu là dans le détail de cette interface, on voit qu'on a effectivement donc une barre de prompt avec laquelle on peut interagir. On a un espace en fait, on peut saisir du texte, rédiger, demander à Haïku de le générer. Ici, on voit qu'on a également des capacités de rédaction avec, bon, de la mise en page un petit peu qui nous Mmh. permettent en fait d'aller beaucoup plus vite dans certaines tâches. Ici, c'est les actions recommandées que tu mentionnes. Oui. Donc c'est des actions qu'on va pouvoir faire, on va dire,
rapidement et qui sont celles qu'on va retrouver le plus souvent pour l'instant chez nos utilisateurs. De la même manière que dans l'analyse, on va pouvoir retravailler finalement ces actions en fonction de leurs besoins, on va pouvoir en amener des nouvelles. Et d'ailleurs, on est en train de mettre en place la possibilité pour eux de les créer Oui. elles-mêmes. Notre but, c'est d'avoir vous puissiez vous-même créer vos boutons d'action qui vont correspondre exactement à vos cas d'usage, parce que la profession d'avocat et les professions juridiques, c'est des professions très diverses. Alors, on va faire quelques exemples. Alors d'abord, on va par exemple demander de rédiger une clause, par exemple, dans un contrat. Alors, je vais demander au système de rédiger une clause et on va voir la manière dont ça va se comporter. Donc là, je lui demande de générer une clause de préemption. Et là, le système, il réagit. Donc, qu'est-ce qui se passe là, en fait, Alexandre? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on on a souhaité guider l'utilisateur dans sa rédaction. Donc, plutôt qu'un système classique où là, tu aurais eu normalement une rédaction d'une clause de préemption très, très bateau, j'ai envie de dire. Là, le système va t'accompagner pour te dire, d'accord, mais cette clause de préemption, est-ce que tu veux la baser sur un modèle? Est-ce que tu veux ajouter du contexte? Est-ce que tu as des instructions à me donner, histoire de tailler la rédaction? Donc là, en fait, je peux appuyer là-dessus et le Ouais. système donc, va me dire, donc là, il me demande en fait si je veux ajouter un modèle, je peux cliquer dessus et là, je peux faire une action. Et je peux aller chercher en fait dans mon espace GED, Cécile, Xelia de la Paz, et je peux aller chercher un modèle typique. Bien sûr. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va prendre un modèle de pacte et je vais demander au système de rédiger comme moi je l'entends. Donc c'est-à-dire que là, je peux reproduire le plan, je peux reproduire le style rédactionnel. Et là, pour rédiger ma clause, je vais uniquement retirer le style rédactionnel. Donc c'est assez souple. Et là, le système me demande si j'ai des éléments de contexte à me fournir pour la production. Donc là, pas forcément. Je suis en train de rédiger une clause, donc je n'ai pas forcément besoin d'éléments de contexte. Donc je vais passer cette étape. Là, le système me demande si j'ai des instructions supplémentaires. Là, j'en ai pas forcément non plus à donner, mais je peux ajouter des éléments. Par exemple, ajoute un rang de préemption pour les associés entrepreneurs, etc. Donc, je peux vraiment modeler la clause comme je le veux. Et ensuite, je démarre la production. Et ici, en fait, qu'est-ce qui se passe, Alex, là, quand on voit l'analyse du style rédactionnel? Là, en fait, on va retrouver la même brique que ce qu'on a vu tout à l'heure, donc l'analyse, tout Ok. simplement. Et donc là, le système, en fait, il va faire une fiche de style qui va Exactement. correspondre à la manière dont l'utilisateur écrit et il va pouvoir reproduire la manière dont l'utilisateur écrit. C'est ça. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'au-delà, si vous n'avez pas de modèle, si vous voulez partir de zéro, etc., nous, on travaille avec des cabinets partenaires. C'est-à-dire qu'on a des cabinets qui nous autorisent à entraîner nos modèles, nos systèmes sur de la donnée très qualitative et qui permettent d'avoir une très bonne qualité de rédaction. Et donc ici, on voit que la clause de préemption, c'est écrite en respectant la manière dont je lui ai demandé d'écrire. Et ici, donc, j'ai plusieurs options en fait à ma disposition. Je vais pouvoir surligner n'importe quelle partie de ma production et je vais pouvoir agir dessus, modifier, améliorer, corriger, traduire. Et je peux vraiment faire un grand nombre de tâches. Donc, par exemple, si vous voulez, là, si je veux, je peux traduire un bout de ma clause en anglais et je peux un petit peu faire ce que je veux. Donc, c'est un système qui est extrêmement souple. Et là, on voit que je peux rédiger, donc certes une clause, mais je peux aller rédiger des actes entiers, je peux aller rédiger vraiment des choses très complexes. Et d'ailleurs, on va faire un exemple en ce sens. Je vais notamment lui demander de rédiger une clause, enfin une consultation. On va voir comment est-ce qu'on va fonctionner et on va apporter des éléments de contexte. Alors typiquement, on va demander au système de générer une consultation. On repasse sur le fil conducteur. Là, j'ai pas besoin de style, donc je vais lui dire non. Et là, par contre, j'ai besoin d'éléments de contexte. Et donc, je peux aller chercher en fait dans ma bibliothèque des éléments. Donc là, par exemple, je peux sélectionner un dossier entier, notamment mes recherches, et je peux l'indexer dans le système. Et là, typiquement, je vais aller choisir mes recherches en droit des affaires. Je peux cliquer sur le dossier entier, valider mon contexte et continuer. Donc là, j'ai pas d'instructions supplémentaires à lui demander, donc je vais démarrer la production. Et là, du coup, il va se passer quelque chose. Il va se passer également une analyse de la collection. Là, du coup, ce qui se passe, de la même manière que dans l'analyse, c'est qu'on va pouvoir analyser de manière exhaustive des éléments documentaires qui vont permettre au système de se baser sur une collection entière de documents pour répondre. Rédiger, ouais. Exactement. Et en fonction également de, en fonction également de ce que tu veux rédiger, Jules, l'outil va pouvoir aussi mobiliser l'agent recherche. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes en train de rédiger un jeu de conclusion, un paragraphe, vous souhaiteriez que ce paragraphe soit complété par exemple, des éléments de jurisprudence. Vous pouvez demander à l'outil de compléter ce paragraphe avec de la jurisprudence récente, par exemple de la Cour de cassation. Et en effet, à ce moment-là, il va mobiliser l'agent recherche, ce qui est aussi extrêmement intéressant. Il le fait dans l'analyse, on en a parlé tout à l'heure, il le fait aussi dans la production.
Et je voudrais aussi rajouter une chose, c'est que cette fonctionnalité de rédaction, même dans les solutions d'IA juridiques que l'on retrouve sur le marché, elle n'existe pas. C'est-à-dire Non. que ces solutions d'IA se disent juridiques, mais ne permettent pas aux professionnels du droit de rédiger. Et là, en effet, Haiku, encore une fois, à mon sens, prend le contre-pied en permettant aux professionnels du droit de rédiger. Ce qui est vraiment intéressant, c'est cette notion de collection documentaire, en fait, en réalité. Ouais. Parce que dans une rédaction juridique, on a toujours ces deux éléments pas qui se confondent, mais qui se complètent plutôt. On va avoir la notion de modèle, on a besoin d'une base, soit d'un plan, soit d'un style, soit d'une compréhension d'un élément de procédure qu'on souhaite écrire. Et ensuite, on a besoin de contexte, on a besoin de fond, parce qu'une production juridique, c'est marrant, parce qu'elle soit contractuelle d'ailleurs ou contentieuse, on va retrouver un besoin d'avoir un contexte autour et au système de comprendre ce contexte. Et donc ici, on voit, on va pouvoir obtenir donc une rédaction d'une consultation. Le système va rédiger la consultation demandée, etc. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut agir en réalité sur cette consultation, c'est-à-dire que je peux aller ajouter des éléments de contexte supplémentaires. Donc je peux désélectionner, choisir d'autres éléments de recherche, retourner en fait finalement dans ma consultation, sélectionner la partie, modifier et lui demander d'agrémenter en fait ma consultation. Donc je peux avoir un effet de ping-pong entre ma production et ce que je souhaite en faire et surtout comment je veux l'agrémenter. Par exemple, pour un exemple très rapide, par exemple pour un rappel des faits, mon client va m'envoyer un certain nombre de pièces. Je vais commencer à faire mon rappel des faits avec ces pièces-là, mais peut-être qu'il y a d'autres pièces qui vont intervenir. Je vais avoir besoin d'agrémenter, de modifier, de recontextualiser. Et avec ce système d'échange entre les documents en contexte et la modification, on peut finalement nourrir une production de manière très détaillée. Exactement. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a aussi la possibilité d'aller récupérer les différentes versions du document. Oui. Donc, en effet, vous êtes stoppé dans votre production pour X raisons. Vous partez en audience, vous revenez, vous voulez vous y remettre, vous replongez dedans. Vous pouvez cliquer sur ces différentes versions et les améliorer au fur et à mesure. Oui, effectivement, et on voit les différentes versions s'enregistrent au fur et à mesure, et on voit ce qui a été ajouté, etc. On voit ce qui a été ajouté d'ailleurs par le système, ce qui a été ajouté par nous, et on peut faire la différence entre les différentes modifications. On peut restaurer des versions précédentes, etc. Donc c'est pareil, c'est un système assez souple. Derrière, on va pouvoir exporter directement en Word, copier, imprimer la production. Mais je pense que nos utilisateurs vont s'interroger là-dessus et on peut directement leur répondre. Notre but, c'est d'aller mettre cette production dans Word très vite. Et donc d'ajouter ces éléments de modèle et de contexte dans l'environnement qu'en fait les utilisateurs utilisent tous les jours et dans Word, qu'ils puissent immédiatement mobiliser leur modèle. Parce qu'il y a une contrainte quand même là dans ce système, c'est la nécessité d'aller remettre en forme à la suite la production. Oui. Donc nous, ce qu'on prévoit, Alex, sur le côté produit, si je ne me trompe pas, c'est d'avoir arrivé avec une solution intégrée dans Word à la rentrée en septembre. Complètement. Ok. Alors, on va également rapidement effleurer la possibilité d'extraction de données et le système d'extraction de données. Ça, c'est un système qui est déjà dans les mains de nos clients depuis un bout de temps parce que ça fait partie de notre version 1. Je ne vais pas rentrer dans le détail dessus, mais ce que je peux simplement dire, c'est que vous pouvez ici extraire n'importe quel type de données grâce à ces tableaux-là et qu'on arrive avec une nouvelle version de cette feature dans les 2 prochains mois. Alors, merci beaucoup pour ce tour de l'application. Je pense qu'on a fait un bon tour. Et là, on va rentrer un petit peu dans les questions de nos utilisateurs. Donc, je vais aller voir les questions qui sont posées par le chat. Alors, une question très intéressante. Les agents sont-ils créés par vous et ou assemblés par vous? Tout à fait, tout à fait. Nos modèles sont totalement personnalisés. Donc, premièrement, taillés pour le droit et taillés pour nos cas d'usage. Donc, c'est totalement, oui, propriétaire, développé par Haiku en 2 ans de recherche et développement. Oui. Et une question hyper intéressante également, comment traitez-vous les documents PDF, images issus des scans de documents papier? C'est une bonne question, on n'en a pas parlé, mais en fait, on a des différents types d'intelligence artificielle. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle des intelligences multimodales. Et en fait, on va être capable de comprendre des images, comprendre des tableaux, comprendre des graphes, des photos. Les intelligences artificielles sont capables de comprendre visuellement un document. Ok, et alors c'est vrai qu'il y a un sujet qu'on n'a encore pas abordé et nos utilisateurs s'interrogent, comment est-ce qu'on garantit la confidentialité des Bien données sûr. qu'on va intégrer? Alors déjà, il faut comprendre qu'on est partenaire des gestions électroniques documentaires. On est partenaire avec Cecib-Neo, on est partenaire avec Xelia, on est OneDrive, SharePoint, Google Drive, etc. Et l'idée, c'est que bien évidemment, dans le rapport avec ces partenaires, il y a une garantie de confidentialité absolue. Mais en fait, elle se matérialise par quoi? Premièrement, toutes les données sont cloisonnées et chiffrées. Donc chaque cabinet client a son serveur qui lui est dédié, dans lequel
Ces données sont répertoriées. Il n'y a aucune transpiration finalement entre les données de nos différents clients. Un cabinet X ne peut pas se retrouver avec les données d'un cabinet Y. Non. C'est la toute première question qu'on nous a posée la première fois. Je pense qu'on a travaillé avec un cabinet d'avocats. Ensuite, les données sont stockées et hébergées en France et elles ne transitent que par le sol européen. Tout à fait. Et elles sont chiffrées. Et elles sont chiffrées, évidemment. Ouais. Donc, c'est-à-dire que même nous, en fait, finalement, chez ICO, on n'a pas accès directement à la donnée. On peut y avoir accès lorsqu'il y a un problème qui nous est remonté par un utilisateur. On a une clé de déchiffrage, mais c'est contractuel. On ne peut l'activer que si l'utilisateur nous en donne l'autorisation express pour régler une problématique. Absolument. Alors, c'est intéressant. Quelle stratégie appliquez-vous pour vous assurer que l'IA reste proche de la donnée, n'interprète pas trop créativement et n'invente pas? Alors ça, sans rentrer trop dans la technique, il y a ce qu'on appelle la notion de température. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les opérations de post-processing. Alors, la notion de température, c'est les notions qui vont nous permettre d'aller régler nos systèmes pour ne pas les autoriser à dévier des éléments de contexte qui leur sont remontés lors des questions de recherche. C'est-à-dire qu'on n'autorise simplement pas le système à sortir des notions qui sont lui remontées, qui sont disponibles dans le système et dans la bibliothèque, ou dans la jurisprudence, droit, loi et règlement. À côté de ça, il y a également des phénomènes de post-processing. Alors, un post-processing, c'est quoi? C'est lorsqu'on va prendre la réponse, qu'on va vérifier que chaque élément de réponse donné est effectivement sourcé et se rapproche à un élément de contexte qui se retrouve effectivement dans la base. Ça évite, dans 99% des cas, les risques de surinterprétation ou d'hallucination. Tout à fait, ouais. En fait, c'est le système multi-agent qui fait ça. C'est puisqu'on va rechercher d'abord des sources, forcément, la réponse sera sourcée et donc fiable. Et il y a un sujet qui est intéressant. En tant que particulier, est-ce que je peux l'utiliser pour rédiger des contrats? Alors, je pense qu'il faut souligner que c'est une solution qui est à destination des experts. Donc, vraiment, notre cible et ceux à qui on vend la solution, c'est des experts métiers, c'est des experts du droit. C'est des solutions, il faut savoir, peut-être Alizée, tu peux un peu développer ça, mais il faut savoir non seulement poser la question, et il faut savoir lire la réponse. Oui, exactement. Il y a eu parmi des utilisateurs, en effet, des particuliers, mais il y avait forcément un effet déceptif parce que, comme tu le dis très bien, Jules, il faut savoir poser une question, une problématique juridique. Donc, d'abord, au préalable, il faut savoir l'identifier, cette problématique juridique. Et ensuite, quand on obtient une réponse, évidemment, savoir la lire, l'interpréter et puis la mettre au service d'un raisonnement juridique. Et en effet, c'est comme je le disais, il y a cet effet déceptif de la part des particuliers parce que ce ne sont pas des experts du droit. Donc je te rejoins complètement là-dessus, Jules. Ouais. Hyper intéressant. Alors, il y a plein de questions hyper intéressantes qui nous sont posées. Je vais revenir un moment sur la confidentialité parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'entraînement d'Haiku par les interactions avec nos utilisateurs. Oui. Alors, absolument pas. On n'a pas de machine learning, c'est-à-dire que le système n'apprend pas des interactions. C'est une nécessité absolue parce qu'on ne peut pas entraîner le système sur les interactions qui sont faites avec nos utilisateurs. La seule manière en fait, dont on va récupérer de la donnée utilisateur pour finalement aider à améliorer le produit, c'est à travers ce qu'on appelle les retours ici, vous le voyez sur cet écran. Donc moi, je peux simplement cibler une mauvaise ou une bonne réponse et dire la réponse n'était pas suffisamment précise, incomplète, pas suffisamment fiable, etc. Et nous, on récupère de la donnée. On peut avoir accès à uniquement, si vous nous remontez un problème, à cet élément de conversation pour identifier ce qui n'a pas fonctionné, mais jamais et au grand jamais, on va entraîner le système sur la donnée des utilisateurs. Alors, on nous pose la question suivante, quels sont les prérequis pour connecter Haiku à ces cibles? Il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas de prérequis, c'est extrêmement simple. Donc, si jamais vous voulez connecter le système à ces cibles, il suffit simplement de nous le faire savoir. Nous, on prend contact avec ces cibles, on a un connecteur en commun. Ces cibles va simplement ouvrir ce connecteur entre nos deux solutions et on va pouvoir récupérer la donnée, la vectoriser. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'il y a une synchronisation minute. Donc, on peut véritablement synchroniser à la minute près tous les documents qui sont mis dans le système. Une question également intéressante, est-ce que l'IA est entraînée en droit fiscal également ou limitée au juridique? Alors, ça c'est intéressant comme question, parce que finalement, le droit fiscal, ça reste du droit. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Alizée. Donc, il y a un entraînement sur le droit de manière générale, ce qui nous permet d'aborder des questions de fiscalité. La question qui peut se poser, c'est sur les calculs, éventuellement, parce que j'imagine qu'en droit fiscal, il va y avoir des problématiques de calcul. Alors, nous, on développe des systèmes qui sont capables de formuler des calculs. Là, on va retrouver des limites pour l'instant, c'est sur les calculs extrêmement complexes, notamment qui donnent lieu, par exemple, à des
formule Excel. Le système, pour l'instant, n'est pas fait pour ça. Il va adresser le fond du droit, mais il ne va pas adresser véritablement des problèmes complexes mathématiques qui peuvent être inhérents aux enjeux fiscaux. Mais en effet, peu importe le domaine du droit dans lequel vous travaillez, Haïku, est tout à fait en mesure de répondre à votre besoin puisqu'en fait, vous Mmh. n'avez pas limité à telle ou telle branche du droit, Non. l'utilisation de l'application. Alors, on va répondre aux différentes questions parce qu'il y a beaucoup de clients, nos utilisateurs. Alors, si vous parlez de la base de données et de serveurs dédiés, cela veut dire qu'il y a une copie de données sur vos serveurs. Alors, nécessairement, ça, il faut le comprendre qu'il y a nécessairement une copie, sous un format particulier toutefois. On va récupérer la donnée en format vectorisé et chiffré. Hein. C'est-à-dire qu'on va prendre la donnée, la transformer, parce qu'on a nos modèles qu'on appelle des embedding modèles, qui permettent de chiffrer la donnée et de la transformer en vecteur. Alors, sans rentrer dans le détail de ce qu'est un vecteur, mais on est obligé de créer une forme de copie, parce que c'est ça qui nous permet d'interagir avec la donnée. C'est ça. Mais comme tu l'as dit, la donnée est chiffrée. Donc, on a une copie, mais c'est totalement sécurisé. Évidemment, on respecte tous les protocoles de sécurité, les modernes, les plus à jour. Et j'ai une question, du coup, si vous n'entraînez pas votre modèle sur les données des clients et que vous n'utilisez pas des LLM du marché, comment ça marche? Alors déjà, pour être clair, c'est une question très intéressante. Dans le système, il y a une dizaine de modèles différents. Et sur ces dizaines de modèles, il y a 9 modèles propriétaires qu'on entraîne nous-mêmes. Et cet entraînement, il est réalisé d'une part sur les données juridiques publiques qui sont disponibles et d'autre part sur des données juridiques privées de nos cabinets partenaires qui nous autorisent à entraîner la donnée. Et ensuite, on va utiliser quand même certains modèles propriétaires, commerciaux, je veux dire, sur des tâches de production ou de raisonnement qu'on va mobiliser à des endroits précis. Ces modèles commerciaux sont toutefois déployés sur des instances Azure en France. Alors, une question très intéressante. Hébergement compatible Secnum Cloud, hébergement local possible. Peut-on détenir et conserver notre clé de déchiffrement physiquement et choisir la méthode de chiffrement? Alors, aujourd'hui, à date, l'hébergement local n'est pas possible. On peut, alors ça dépend, alors déjà, ça dépend ce que veut dire en local. Typiquement, on peut se déployer sur des instances cloud qui appartiennent à des clients. Donc, lorsqu'on va se déployer dans un grand compte, on va pouvoir le déployer sur des instances Azure, par exemple, qui sont dédiées à notre client. Oui. Et ils vont à ce moment-là pouvoir effectivement détenir la clé de chiffrement et détenir l'intégralité de la donnée. Mais par contre, si je parle de local sur un serveur véritablement en dur physiquement dans un cabinet, non, c'est pas le but. Il faut que ce soit en cloud Tout à fait. pour pouvoir mobiliser autant de calculs. Et là, une question intéressante. Du coup, Haïku peut rédiger des conclusions tout seul, une assignation sur la base d'un modèle que nous lui envoyons, des pièces du client et des bases de données juridiques auxquelles il a accès. Quelle est la marge d'erreur possible dans ce cas? Alors, ça, c'est très intéressant comme question. Aujourd'hui, je pense que non. C'est-à-dire qu'on ne va pas rédiger des conclusions dans leur intégralité. On peut rédiger une première trame d'assignation avec un rappel des faits très complet. Oui. Ça, pour le coup, le rappel Oui. des faits, il n'y a pas de difficulté. On va également pouvoir rédiger des premiers éléments de droit pertinents. Mais par contre, rentrer dans le vrai dur fond du dossier, c'est-à-dire des questions juridiques auxquelles même vous, finalement, avocat, vous n'avez pas tout à fait la réponse et vous êtes dans une forme d'interprétation, on n'en est pas encore là, je pense, avec ces systèmes-là. Nous, on travaille en R&D sur ces sujets-là de manière très dure, mais la question se pose d'ailleurs, est-ce qu'on veut arriver à des conclusions entièrement rédigées par l'IA? Je pense que ça pourrait être effectivement utile, mais dans un premier temps, ce qui est important, c'est de garder en tête que, hem, l'outil vous sert finalement d'assistant dans la construction de votre production. C'est un petit peu comme ça, je pense qu'elle a été conçue, en Bien tout sûr. cas à l'heure actuelle. Donc vous allez pouvoir rédiger, des briques petit à petit de vos conclusions. Mais en effet, rédiger un jeu de conclusions entier, ça n'est pas encore possible. En revanche, ce qui est intéressant de le faire, malgré tout, ça reste intéressant de le faire malgré tout parce que, vous allez pouvoir avec l'assistance de l'outil, comme je le disais, progressivement construire ces conclusions, revenir sur tel paragraphe, le Ouais. compléter avec de la jurisprudence, avec des éléments de contexte que vont vous envoyer au fur et à mesure vos clients, et cetera. Donc en effet, aujourd'hui, il va falloir le faire petit à petit, et peut-être qu'en effet, demain, ce sera possible de rédiger un jeu de conclusion entier. Après, l'ambition n'est pas de remplacer l'avocat, hein. Oui, c'est vrai. On a besoin des avocats et on veut juste les assister et pas les remplacer. C'est ça, tout à fait. Alors, j'ai une autre question. Quel est le type de chiffrement utilisé? Alors, le type de chiffrement, c'est un chiffrement de bout en bout. J'ai pas le numéro exact là, enfin la référence exacte du type de chiffrement. Il faudrait demander finalement à nos services back-end et sécurité. Mais ce que je peux par contre surligner ici,
c'est que toutes les questions qui n'apporteront pas de réponse immédiate feront l'objet d'un envoi aux différents aux différents spectateurs du webinaire afin de compléter les différentes questions. Et là, y a-t-il un mode vocal pour interrogation de l'IA? Bien évidemment, il y a un mode vocal qui arrive, il n'est pas encore disponible, mais il va arriver très vite. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les aborder. On va noter les questions qui reviennent le plus souvent et on va apporter une réponse à l'écrit à ces différentes questions, peut-être dans une communication post-webinaire que vous recevrez par mail par la suite. Alors, ensuite, il y a une question très intéressante que Marjorie nous pose. Est-ce qu'il y a une offre pour les nouveaux cabinets individuels sans historique data? Alors, c'est très intéressant. Il y a effectivement une offre pour les cabinets normaux, mais je pense qu'on va rentrer sur l'offre webinaire, en fait. Ici, ça nous permet d'aborder. Donc, il y a une offre qui est faite pour vous, donc pour les spectateurs de ce webinaire. Donc, vous avez accès pendant 48 heures à la suite de webinaire, à un lien qui vous sera transmis par mail et qui vous sera également transmis au sein de ce chat, qui vous permet d'accéder à 14 jours gratuits à l'application et à une réduction qui accompagnera cet essai. Vous pouvez voir ici, donc 14 jours offerts et moins 10% à vie. Une dernière question et puis on va couper le live et encore une fois, on répondra aux différentes questions lors d'un écrit et on fera une compilation des questions pour vous apporter une réponse à vos différents sujets. Et je peux répondre au fait que non, pour l'instant, ce n'est pas encore compatible avec Lexispoly. Donc, c'est compatible avec Cecib Neo de Septéo, c'est compatible avec Xelia de Diapaz, SharePoint, OneDrive et Google Drive. Est-ce que vous voulez ajouter une dernière chose, Alizé et Alexandre, avant qu'on coupe le live? Je crois qu'on a fait le tour, hein. Après, je laisse les spectateurs découvrir par eux-mêmes. C'est ça. Ouais, je pense que c'est ça le plus important, c'est mettez les mains dedans. Ça pourra répondre, je pense, à un certain nombre de questions que vous avez sur le système. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce live. On se retrouve extrêmement vite par mail parce qu'on va vous envoyer des éléments de réponse à vos questions et également de l'information. On va vous envoyer, je vois la question de Rita, le prix normal d'abonnement. On va vous envoyer également de la documentation là-dessus. Mais très globalement, le prix normal, c'est 95 € par mois par utilisateur. Et on a également des frais d'indexation de données lorsqu'on va y mettre de la donnée. Et vous pouvez retrouver toute cette information sur notre site internet. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Alizé. Merci beaucoup, Alexandre, pour avoir participé avec moi à ce live. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à Merci. tous. Bonne journée.